Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Facebook Live sur la page du Point. Donc aujourd'hui je suis à nouveau, comme la semaine dernière, avec Emmanuel Beretta. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc, tu es rédacteur en chef du service politique au Point, je le rappelle. Et nous allons parler aujourd'hui de l'affaire Fillon. Hein. On en parle depuis quand même une bonne dizaine de jours et ça remue quand même beaucoup de choses en ce moment. On va essayer de décanter les choses parce qu'il faut garder la tête froide dans cette séquence. Il faut commencer à voir les choses froidement, comme tu dis. En fait, donc aujourd'hui, tu as vu François Fillon. Donc tu auras beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet-là. Oui. Moi, je suis donc votre community manager journaliste au Point et je suis là pour être votre relais. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à liker cette vidéo et donc à poser toutes vos questions et à partager cette vidéo. Voilà, donc nous allons commencer. C'est moi qui vais poser la première question parce que vous n'êtes pas forcément encore tous ici, même si vous êtes déjà assez nombreux. Alors, Emmanuel, François Fillon, après 10 jours de tumulte, il est abîmé. Mais est-ce qu'il peut encore gagner la présidentielle? Tu l'as vu aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'il y croit encore? Lui, il est bien entendu certain qu'il est abîmé, il le sait lui-même. Il sait que son image est dégradée et qu'il ne retrouvera pas les 35% qu'il avait à l'issue de sa primaire. Mais il y croit encore. Il y croit encore. Au fond, pour lui, sa position aujourd'hui, c'est tenir, continuer à tenir, attendre que la tempête judiciaire s'estompe pour à nouveau proposer des choses aux Français. Il a ce matin arbitré des décisions sur son programme santé, celui qui avait donné lieu à controverse, et il annoncera dans quelques jours donc de nouvelles mesures. Il a tenu d'ailleurs à préciser que son travail pour AXA n'avait en rien influencé son programme santé et qu'au fond... Donc AXA qu'il avait rémunéré pour ses conseils, ça n'a rien à voir et vous verrez. Et tu as eu des détails sur les mesures? Non, je n'ai pas eu de gros détails parce qu'il veut s'en réserver la primeur, mais j'ai eu l'impression qu'il est revenu au fond à ce qui avait été sa première proposition en matière de santé en octobre 2015 et que le Point avait d'ailleurs relayé à l'époque, c'est-à-dire un programme plus classique de réduction des dépenses de santé en donnant une plus grande autonomie de gestion aux hôpitaux, en revoyant la carte sanitaire. C'est jamais très facile de fermer un hôpital qui est dangereux parce que pas assez d'actes dans telle ou telle discipline. Donc voilà, je crois qu'on va revenir à quelque chose de plus classique. On a plusieurs commentaires de gens qui nous disent il est cuit, moi je le soutiens, etc., etc. Et il y a une personne notamment qui demande comment ose-t-il encore insister? Alors effectivement, comment il peut avoir encore beaucoup de confiance? Il insiste parce que pour lui, il pense que si on prive les électeurs de droite de leurs candidats, par exemple par une mise en examen qui interviendrait au-delà du dépôt des parrainages, qui donc le priverait la droite d'un candidat, on irait alors vers une situation quasi révolutionnaire avec un Front National qu'il estime certain dans ce cas-là de gagner. Ces électeurs se reporteront, pense-t-il, assez majoritairement sur Marine Le Pen et beaucoup moins sur Macron. Et donc, Marine Le Pen au pouvoir, c'est l'aventure, c'est... peut-être un Frexit, une sortie de l'euro, etc., etc. Et là, on passe dans un autre monde, si vous voulez, quelque part. Mais je crois qu'un peuple de droite qui était quasiment certain de gagner la présidentielle il y a encore 2 mois et qui n'aurait pas de candidat au premier tour de la présidentielle, c'est vrai que là, on est dans une situation jamais vue. Ouais. Alors, la question qui va se poser pour lui, et au fond, il a 2 problèmes. C'est qu'il y a une partie de l'appareil militant qui s'est démobilisé à l'occasion de cette... ça fait des dégâts, il le sent. Ça fait des dégâts. Ceux, par exemple, qui se sont mobilisés dimanche dernier pour distribuer le tract, c'est le premier cercle des fillonistes qui avait fait la campagne des primaires. Les autres militants ne se sont pas déplacés. Et on me rapporte sur le terrain que lorsque les fillonistes sont allés distribuer ce tract pour sa défense, sur les marchés, au bout d'un quart d'heure, ils ont arrêté parce qu'ils se sont fait insulter. C'est compliqué, donc il faut qu'il reconquiert, qu'il remobilise l'appareil militant. La deuxième chose à faire aussi, c'est remobiliser à travers les militants, remobiliser le tissu d'élus des Républicains. Là aussi, il y a 3 semaines un peu dangereuses pour lui, d'ici à la fin février. Est-ce qu'il arrive à remonter un peu dans les sondages? Et à ce moment-là, les élus se disent « Allez, c'est jouable, on n'est plus si loin de Macron, on va lui repasser devant. » Et à ce moment-là, la présidentielle est gagnable. Ou est-ce que les élus se résignent à la défaite
dans la présidentielle. Et à ce moment-là, ils vont se concentrer sur les législatives. Donc faire leur terrain, mais plus s'occuper de sa campagne à lui. Ça aurait fait tellement de mal que ça. Ce choix, est-ce qu'on joue la présidentielle gagnante ou la législative gagnante? Ils vont le faire dans les 2-3 semaines qui viennent. Ouais. C'est là que c'est important. Avec un peu de recul, ce délai de 15 jours dont il avait parlé, il rime à quoi en fait? Le délai de 15 jours, peut-être. Lui, il ne pensait pas du tout à ça. En vérité, il a dit 15 jours, un peu à l'aveuglette. Un peu à l'aveuglette. En disant que ça va se passer, quoi. Il pense qu'il est arrivé au bout, au queue de la comète, et qu'il ne voit pas trop ce qu'on peut encore lui reprocher. Bon, il y a Karim nous demande comment veut-il supprimer ce type de pratique? Est-ce qu'il en a parlé de ça? Est-ce qu'il a un projet finalement? Est-ce qu'il ne serait pas fort pour lui d'avoir un projet de ce type-là? Il n'en a pas parlé. Il a simplement convenu qu'effectivement c'était sans doute des pratiques surannées d'un autre monde dont il a évidemment pas pris conscience assez vite. Mais il n'a rien proposé de précis pour l'instant parce qu'il est encore dans les phares, comme un lapin pris dans les phares. Son équipe n'a pas travaillé là-dessus. Pas encore. D'accord. Et donc pour les axes de riposte qu'il a sur le fond judiciaire notamment, tu m'en parlais avant. Oui. Est-ce que tu peux nous en donner quelques bribes? Donc, il ne va pas décélérer sur ce front-là. Il estime que l'autosaisine du parquet national financier est illégitime. Il avance avec ses avocats un certain nombre d'arguments. Le parquet, les députés ou les parlementaires ne font pas partie des gens qui manient de l'argent public au sens d'ordonner des dépenses de l'État. C'est un peu particulier puisque les contrats qu'ils passent avec les attachés parlementaires sont des contrats de droit privé. Donc c'est plus tout à fait de l'argent public. Pour nous, simples citoyens, c'est de l'argent public, c'est nos impôts. Oui. En droit, c'est plus compliqué. Premier argument. Donc, deuxième argument, la séparation des pouvoirs qui est inscrite dans la Constitution. L'autorité judiciaire n'a pas vocation à contrôler le travail législatif. Et donc, il estime que la justice n'a pas à s'intéresser à la nature du travail qu'il a pu confier à son épouse, car lui campe sur sa position. Elle a bel et bien travaillé, alors qu'elle-même a déclaré pendant quasiment 20 ans qu'elle n'était pas vraiment très active auprès de lui. Mais alors, quand on lui dit ça, elle dit oui, je sais, mais elle était tellement discrète qu'elle ne l'a pas dit. Bon, voilà. Il y a Armel qui demande est-ce qu'il pourrait être amené à rembourser les sommes payées à sa famille si sa culpabilité venait à être établie par le tribunal? Combien de temps peut durer la procédure judiciaire? Elle peut durer très longtemps, puisqu'à partir du moment où le parquet ne classerait pas sans suite, il saisirait sans doute un juge d'instruction pour aller plus loin dans les investigations. Là, on est parti pour... Mais c'est en cas de condamnation qu'il serait amené à rembourser. Et puis, il y aurait aussi une forte amende. Il y aurait une forte amende. Aussi, donc, non seulement il y aurait remboursement, mais il y aurait amende. Donc là, ce serait très cher. Mais là, on est loin, parce que de recours en recours, c'est une affaire qui peut durer 10 ans. On l'a vu avec les emplois fictifs de la ville de Paris. Ça a duré un temps infini. Oui, c'est vrai. Les affaires Sarko, ça fait combien d'années qu'on vient lui chercher des noises. Donc non, là, c'est pas... En fait, lui, il dit, mais de toute façon, ce qui n'est pas très important. Ce qui était important, c'est qu'on a voulu le flinguer et qu'on a sorti cette affaire sur une procédure viciée, mais de toute façon, on la sort pendant la campagne et elle ne sera jamais résolue le temps de la campagne. Donc c'était juste pour lui mettre des bâtons dans la roue. Ça, c'est sa défense. C'est un coup politique. Je vois. Depuis quelques jours, je vous le dis, je poste tous les posts Facebook de la page du Point. Et je lis aussi vos commentaires et il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'il y a un acharnement médiatique sur François Fillon depuis 10 jours. Là, je vois une personne qui dit facile de tout mettre sur le dos de la presse, surtout quand la faute est avérée. D'autres nous disent qu'on rapporte, qu'on copie-colle les propos du canard, les ragots du canard, je cite évidemment. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce traitement médiatique? Est-ce qu'il y a une force, une faute des médias entre guillemets ou... On en a déjà un peu parlé lors de nos précédents Facebook Live. Le système médiatique. Mais c'était pas allé jusque-là, c'est vrai que. Le système médiatique est ainsi conçu aujourd'hui que toute affaire qui déchaîne l'opinion va faire l'objet d'un traitement excessif. À chaque fois, quel que soit le sujet. Aujourd'hui, c'est Fillon. Demain, ça sera Macron, parce qu'on lui trouvera quelque chose. Ou encore ce fait divers sur le jeune Théo. On en fera toujours trop, c'est comme ça. On est dans ce système, il faut s'y faire, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'info continue, avec les sites. Et je tiens à dire aux internautes que les mêmes qui nous écrivent pour nous dire « Arrêtez de parler de Fillon, il y en a marre, etc.
se rue sur ces articles qui font des audiences énormes. Oui, c'est vrai. Donc il faut le savoir. Ouais. Voilà, c'est la nature humaine. La nature humaine, elle est curieuse, elle a une curiosité malsaine. C'est comme ça. Et on n'en sortira pas. Il n'y a pas de régulation possible. Voilà. Il faut vivre dans ce monde-là, de la parlotte, du commentaire sur le commentaire. Je ne vois pas comment en sortir. Et beaucoup nous disent que par ce biais-là, par ce traitement médiatique de l'affaire Fillon, on promeut Emmanuel Macron. Alors on peut analyser ça dans tous les sens du terme, on peut très bien dire qu'on fait le jeu de Marine Le Pen aussi. Et puis dans 15 jours, Macron il va dire quelque chose de travers et on va en faire des caisses pendant 3 jours. Vous verrez. Oui, c'est vrai. Et Karim nous demande, est-ce que c'est un coup politique ou pas? Est-ce que c'est un constat ou pas, une vérité ou pas? Comment réparer ce préjudice moral? Comment mettre les parlementaires sous contrôle du peuple? Alors, est-ce que c'est un coup politique? Est-ce que François Fillon il a des suspicions sur le fait que ce soit vraiment un bas coup de quelqu'un mais c'est évidemment, dans une campagne électorale, bien entendu, c'est un coup politique. Mais c'est la sale politique. Ça a toujours existé. Oui. Toujours existé. C'est comme ça. Les mœurs politiques sont violentes. C'est violent, la politique. Donc effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Il sort de la primaire sur 2 piliers forts qui sont crédités. Il est le candidat de la probité par rapport à ses adversaires qui n'ont pas toujours été. Je pense à Sarko qui est mis en examen, donc qui suscite le soufre. Et je pense également à Alain Juppé qui a une condamnation ancienne. Donc il est le candidat de la probité. Deuxième axe fort de sa campagne, il est celui qui veut redresser le pays sur la valeur travail et la rigueur. Cette affaire vient exploser ces 2 piliers. Très précisément, ce sont des attaques très précises, puisque la probité, on dit « Ah ben non, finalement, il est comme les autres. Vous pensiez avoir élu De Gaulle qui payait ses factures, vous avez François Fillon qui rémunère son épouse. Bon, paf, voilà, il prend un coup. Deuxième coup qu'on lui assène, c'est son discours sur les efforts, c'est bon pour les autres, et lui s'attribue un train de vie fastueux, et au fond, on n'est même pas sûr que son épouse travaille. Donc, il est attaqué sur les 2 piliers qui sont de la campagne. Donc, en cela, c'est évidemment signé, c'est une attaque politique. Est-elle juste ou pas? Eh bien voilà, nous sommes dans un processus judiciaire long, forcément long. À voir s'il arrive à dire que le PNF, enfin le parquet national financier, est compétent ou pas. Mais c'est un peu dur à dire pour l'instant parce que c'est très... C'est difficile, mais voilà, le mal est fait. Le mal est fait. Alors maintenant, il ne pourra plus gagner avec 30 ou 35% au premier tour. Il devra se contenter de 20, 21%, 22 par vent dans le dos. Et voilà, c'est compliqué. Est-ce que là, il y a une personne qui nous dit, pendant qu'on noircit un peu le tableau de François Fillon, d'autres sont très sages et ont leur cote de popularité qui augmente aussi de manière... Oui, alors, il y en a qui profitent aussi de ce brouhaha médiatique, c'est indéniable. Moi, je propose une chose aux internautes, c'est d'y réfléchir et de nous dire ce qu'ils en pensent eux. Au fond, pour éviter de retomber dans 5 ans dans ce psychodrame où l'on découvrirait à 2 mois d'une élection ou à 3 mois d'une élection qu'un candidat n'est peut-être pas tout à fait clean, mais on ne le saura jamais à temps. On ne le saura jamais à temps. Je pense que l'instruction ne sera jamais close avant la présidentielle. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre au point une procédure? Par exemple, au 1er décembre, les candidats qui voudraient se présenter à la présidentielle en mai ou en avril déposeraient déjà une première centaine de parrainages pour faire un peu le filtre. Et que ceux-là qui prétendent vouloir être président se mettent à nu et voient leur situation fiscale, patrimoniale examinée par le fisc, par cet organisme qui contrôle la transparence. La haute autorité, mais aussi par Tracfin pour voir s'il n'y a pas des comptes bancaires étrangers, que chacun se mette à nu. Cet examen de passage ne serait pas éliminatoire, simplement. Il ne serait pas éliminatoire. Ce n'est pas au fisc de dire non, vous ne pouvez pas être candidat, mais au moins tout le monde saurait. Il y aurait un rapport public sur chacun. Mais un candidat le propose ça ou... Non, mais je propose aux internautes de réfléchir à cette réforme qui nous éviterait d'avoir à le faire à 2 mois d'une élection. Voilà. Ça pourrit. On fait le filtre avant. Plus de programme contre-programme. Et ensuite, c'est aux électeurs de décider. Si par exemple un Donald Trump français, avec plein de conflits d'intérêts dans tous les sens, voulait se présenter libre à lui, il serait passé à la moulinette, on verrait tous les conflits d'intérêts. Ça n'empêcherait pas de se présenter, mais les Français jugeraient en connaissance de cause. Et après tout,
pourrait se dire, bah, d'accord, il a peut-être des conflits d'intérêts, mais c'est le meilleur. Mais c'est le meilleur. Voilà. Voilà une idée pour essayer d'éviter tous les 5 ans de se retrouver avec des pots de banane à 2 mois d'une élection et dont on ne pourra pas laver le soupçon maintenant. C'est trop tard. C'est vrai. Alors, je regarde mon téléphone, hein, mais c'est parce que je lis vos questions, elles sont très nombreuses, donc merci beaucoup à tous d'être là encore sur cette vidéo. Il y a Guy notamment qui apporte sa petite analyse et qui je trouvais plutôt pertinente. Fillon n'est-il pas simplement un communicant désastreux? Sarkozy ne se serait pas fait prendre à cela. Est-ce que tu... Enfin, c'est bizarre peut-être de comparer un peu les deux. Non, mais François Fillon lui-même reconnaît qu'il n'était pas préparé à une telle attaque parce que, dit-il, 36 ans de vie politique où il n'y a eu aucun problème, il ne voyait pas venir le coup. Donc effectivement, ce n'est pas comme Nicolas Sarkozy qui a en place, je dirais, tout un réseau avec son avocat, avec les sarkozystes qui foncent sur les chaînes info, apporter la contradiction. Donc, Sarkozy, il est souci avec ses porte-parole aussi, hein, c'est vrai que... Et effectivement, Fillon pas préparé, des porte-paroles qui sont allés un peu dans tous les sens, qui n'ont pas été bien guidés. Lui-même a mis du temps à riposter, il le reconnaît, mais c'est son rythme, François Fillon. C'est son rythme, c'est pas Sarkozy. Ouais. Il a besoin de temps, il a besoin de réflexion, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est pas quelqu'un d'impulsif. Donc forcément, il s'est passé 15 jours de rouleau compresseur avant qu'ils ne se disent « Bon, je vais me lever et je vais à mon tour de castagner ». Il y a Charles qui nous demande « Fillon a-t-il perdu son crédit moral pour appliquer ses réformes ou est-ce encore possible ?» Alors là, on parle de réforme, on parle notamment de réforme on parle de la réduction du nombre de fonctionnaires, etc. Où il demande un peu aussi aux gens de serrer la ceinture, hein, clairement. Alors, il va devoir… Où est-ce qu'on en est ? Il le sait, il va devoir… Est-ce qu'il va infléchir quelque chose ? Alors, il ne veut pas faire du social… n'importe comment en promettant des choses qu'il ne pourra pas tenir. Donc il ne va pas tout d'un coup offrir du revenu universel à 400 milliards, etc. Non. En revanche, il va inverser sa manière de présenter les choses. Jusqu'ici, c'était on va faire des efforts pour obtenir des résultats. Il va commencer par souligner l'intérêt de l'objectif. Par exemple, au lieu de dire faut travailler plus et vous verrez qu'au bout d'un moment, on sera tous plus riches, il va mettre en avant que ce qu'il propose, c'est d'abord pour que les gens retrouvent du boulot. Donc il va inverser un peu sa communication. Ouais. D'abord, les objectifs. Retrouver du boulot, retrouver de la croissance, parvenir à baisser les impôts dans un deuxième temps. Voilà, c'est plutôt mettre ça en avant plutôt que voilà l'addition, elle est lourde. Ça paraît plus optimiste sur la communication. Voilà, plus optimiste sur la communication. Ouais. Bon, on verra si ça prend. Vous savez, dans le discours ambiant, c'est compliqué. Il y a Arnaud qui nous demande pourquoi aucun candidat ne veut-il supprimer ses avantages. Alors, par avantage, je ne sais pas exactement de quoi tu veux parler, Arnaud. Enfin, évidemment, il y en a beaucoup, en fait, c'est ça le problème. Oui, qui ont été décriés ces derniers temps. C'est peut-être notamment sur le fait de pouvoir avoir quelqu'un de sa famille en attaché parlementaire. Je crois que dans les pays nordiques, c'est beaucoup moins autorisé. Je crois en Allemagne, ça l'est pas du tout d'ailleurs. On est arrivé au bout. Est-ce qu'on arriverait Pourquoi aucun candidat ne propose maintenant de supprimer cet avantage-là? C'est curieux. C'est une bonne question parce que au fond, j'ai posé la question par exemple à la gauche qui pourrait se dire bah tiens c'est l'occasion. Puisque c'est Fillon qui est embêté avec ça, on va déposer un projet de loi dans les 15 jours pour mettre fin à… Et je n'ai pas de réponse très précise, si ce n'est que certains me disent, mais au fond, c'est pas tellement le sujet, ou en tout cas, ce n'est qu'un sujet mineur, celui des conjoints, parce que beaucoup, en vérité, travaillent avec leur maîtresse ou leur concubin. Donc, ça ne résout que très partiellement le problème, en fait. Voilà. Donc oui, c'est la notion de liaison qui est parfois un peu compliquée à établir. Je crois que tout le monde est un peu gêné aux entournures parce que tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Karim nous a posé à peu près la même question, donc voilà. Pourquoi il faut stopper, je vais le citer clairement, il faut stopper cette classe de privilégiés et pratiquer la même politique qu'en Suède. Êtes-vous pour ou contre? Voilà, on est pour. Voilà, on est visiblement on est des citoyens. Voilà. Combien de millions pour cette campagne demande Thierry? Est-ce que le budget, comment est géré le budget d'une campagne présidentielle comme celle de François Fillon? Alors jusqu'ici, sa campagne des primaires, il l'a payée sur ses propres recettes, celles de son parti et son micro-parti, à travers les collectes qu'il a pu faire. Et il vient seulement de recevoir la dotation des Républicains pour sa campagne. Donc le parti lui alloue 9 millions d'euros, je crois. Il pourra faire du coup un emprunt à la banque pour compléter. Vous connaissez les plafonds. Il y a le plafond derrière. Il y a le plafond, un premier tour, je crois, à 14 millions, un deuxième à 22,5 millions. Donc voilà, il faudra respecter le plafond. Voilà. Mais disons qu'il a une base de départ assez confortable
avec 9 millions d'euros, on peut en prêter. Pascaline nous dit Beretta président. Bon, voilà, ça c'est pour toi. Claude nous dit que c'est une émission à charge, mais non. On essaie d'expliquer clairement les choses, mais bon, après, n'hésite pas à nous poser une question, Claude. Hein, on n'a pas la solution. Tu parles d'acharnement médiatique. Donc, on ne sait pas dans quel sens va trancher la justice. On ne sait pas si la justice va se dessaisir, puisque c'est ce que veut faire Fillon. On ne sait pas. Stéphane nous dit que je pense, je cite quelqu'un ou quelque chose sur un article qui parle d'argent volé aux Français, mais s'il n'y a rien d'inégal, il n'y a pas de vol. Effectivement, c'est un contre-argument de François Fillon qui dit qu'il n'a pas volé cet argent, que cet argent était légal sur le plan de la rémunération, et sa ligne de défense, elle est là. Hein, sa ligne de défense est très claire, c'est son épouse a travaillé. Donc à partir de là, comme c'est légal, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc maintenant, est-ce que les magistrats peuvent interroger le travail réel qu'a effectué Pénélope Fillon? Lui, il dit non, ils n'ont même pas le droit de s'intéresser à ça, au nom de la séparation des pouvoirs. Donc lui, il fait une défense en droit. Il se situe sur ce terrain-là. Il sait très bien que les dégâts moraux sont faits, il le sait très bien. Il essaye de rétablir un peu de droit. Et il aurait voulu, par exemple, sur l'affaire des indemnités, Pénélope sortie par le Canard enchaîné, il aurait voulu que Claude Bartolone, président de l'Assemblée, sorte de son silence pour défendre l'institution et rappeler qu'en l'occurrence, lorsqu'un attaché parlementaire voit ses fonctions arrêtées, les indemnités de licenciement ne sont pas calculées et données par le député, mais tout simplement par l'Assemblée. Ça n'a pas été dit. Il y a une question que je me suis posée hier en voyant le Canard enchaîné. Pourquoi il n'a pas déjà déminé le terrain la veille lors de sa conférence de presse sur cette question des indemnités de licenciement? Est-ce qu'il le savait? Est-ce que voilà, il n'y avait pas un moyen déjà de dire oui, il a pas. Là, il y a ça aussi au fait. J'ai pas envie que ça sorte demain, quoi. Il a dit que le calcul moyen des salaires qu'il avait, que son épouse avait touché, comprenait les indemnités de licenciement. Voilà. Mais il n'avait pas vu venir le coup. Il n'avait pas vu venir. Théophile nous dit Mélenchon le propose. Je pense qu'il parle du fait de. Oui. Ça, je ne sais pas. Oui, j'ai entendu aussi. Ouais, mais bon. En tout cas, Mélenchon, il est député européen. Il ne peut pas déposer de texte à l'Assemblée nationale tout de suite. Oui. On verra après la présidentielle. Peut-être que cette fois-ci deviendra député. D'autres questions? Beretta comme le pistolet, bon voilà. Non. Est-ce que tu flingues les gens? Est-ce que tu les flingues? Non, ça va. Est-ce qu'on peut aussi, là, il y a une personne qui nous parle qui dit Bayrou au secours. Alors, est-ce que Bayrou, là, ce matin, il a dit qu'il allait prendre ses responsabilités, je cite, comme apparemment avant chaque campagne. Manifestement. Est-ce qu'il va y aller? Bon, alors, c'est dans une semaine qu'il a dit qu'il doit dire le 15 février. Je pense que le terrain se dégage peu à peu pour lui. Au fond, il attendait un petit peu de voir, et il attend encore un peu de voir si la situation se dégrade au point que le plan B, Alain Juppé, puisse sortir du bois, auquel cas il se rallierait à Alain Juppé. Vous avez vu comme moi la presse ces derniers jours, Alain Juppé s'est exprimé de manière assez ferme, il n'en a plus vraiment envie, donc il n'y aura pas d'Alain Juppé, je ne pense pas. Ça m'étonnerait aussi que Fillon dégringole à 15%, sans avoir atteint un socle à 18-20, voilà, ça descendra difficilement plus bas, sauf de nouvelles révélations fracassantes. Mais bon, je ne vois rien dire pour l'instant. Et donc, le terrain se dégage pour une candidature morale de François Bayrou, qui s'est situé ce matin sur ce terrain-là, en attaquant Fillon sur le fait qu'il était le candidat des puissances de l'argent, comme il avait attaqué Macron sur ce même thème il y a quelques mois. Bon, aujourd'hui, Bayrou, il est donné à 5% dans les sondages. Sa candidature peut déclencher un premier mouvement vers lui, peut-être l'amener à 10%. À partir de là, il devra travailler. À partir de là, il faudra travailler pour aller convaincre tous les autres. Il y a Jean-Pierre qui nous dit eu égard aux personnes qui travaillent beaucoup pour être peu payées, ça ne choque personne pour l'interrogation. Effectivement, c'est le problème, c'est que sur le plan de la morale, ça fait quand même beaucoup d'argent. On parle d'un million d'euros, c'est quand même énormément. C'est sûr, les dégâts sont faits. Clo nous demande, Clo Colo, comment stopper de telles affaires pour l'avenir? Pareil comme Mike, pour éviter de nouvelles affaires sur de prochaines élections, je pense que voulait-il dire. Ne suffirait-il pas pour nos politiques d'être tout simplement honnêtes?
Voilà. Bon. On peut déposer un Mike. cierge dans une église et le souhaiter. C'est un peu ce que la proposition que je faisais tout à l'heure aux internautes, de réfléchir au fait qu'il faudrait peut-être tout simplement instituer ce filtre un peu plus tôt dans la campagne, en décembre. Après tout, on confie le bouton nucléaire à un homme. Le peuple français peut-être en droit de savoir un peu qui il est vraiment. Voilà. Ça ne serait pas totalement incongru. Yannick, Claude, la même qu'avant, nous dit Fillon peut-il porter plainte contre les médias? Juridiquement, est-ce que pour diffamation il peut. C'est toujours difficile en effet, parce que l'enquête du Canard, qu'on le veuille ou non, elle est quand même équilibrée au sens où, quand ils produisent des chiffres, je ne parle pas de la dernière édition sur les indemnités, parce que visiblement il y a eu des erreurs de calcul. Bon, mais tout jusqu'ici, ce qu'ils disaient était, disons, sur les faits fondés sur des documents. Et deuxièmement, ils ont donné la parole à François Fillon dans les papiers, qui a pu dire oui, c'est vrai, mais c'était légal. Donc, ils ont fait un travail de bonne foi. Et devant le tribunal, c'est ce qui compte. Voilà, c'est ce qui compte, c'est la bonne foi. Il n'aurait pas beaucoup de chance de gagner, en fait. Non, il n'a pas trop intérêt à le faire, ça. Non, il n'aurait pas beaucoup de chance. Et il le sait, d'ailleurs. Il y a Yannick qui revient sur le cas Bayrou, effectivement. Va-t-il pomper des voix à Fillon ou Macron, finalement, Bayrou? Les deux? Ou un peu partout? Sa candidature va sans doute prendre un peu du côté des jupéistes et un petit peu du côté de Macron. On peut le penser, mais là, ça serait lire dans le mar de café, mais c'est logique qu'il en prenne un peu du côté des jupéistes qui aujourd'hui sont chez Fillon et un peu du côté des centristes qui sont déjà chez Macron. Mais enfin, il va ratisser un peu large. Mais en même temps, il en est à sa quatrième candidature, je crois. 2002. Quatrième candidature. Bon, il a en face de lui un Macron qui reprend son créneau, mais qui est plus jeune, qui est plus sympathique, qui remplit des salles entières, qui suscite sur sa personne une espèce de petite magie de star. Donc, c'est compliqué. Il y avait aussi pour le déloger, Macron. Benjamin nous demande, les Républicains vont-ils encore changer de nom pour cacher leur casserole? Alors, si tu as une idée de nom d'ici dans 5-10 minutes, pourquoi pas. Gilles nous dit, comment voulez-vous qu'il arrive à regagner sa crédibilité? Je ne suis même pas sûr qu'il cherche ça à 100%, parce que je pense que le mal est fait. Crédibilité, oui, mais ce mal est tellement fait qu'il va y aller. Lui, il sait très bien qu'il y a une partie de son public de départ qui est déçu et qui est irrattrapable. Quand bien même il aurait raison, quand bien même on lui aurait fait un mauvais procès, il sait que c'est trop tard, parce que c'est comme ça, cracher sur quelqu'un, il en reste toujours quelque chose. Donc maintenant, il part de ce socle de 18,5 à 20% des voix pour aller reconquérir 3-4 points, juste histoire de repasser devant Macron et donc de se qualifier au deuxième tour, où là, face à Le Pen, il se dit qu'il a quand même des chances de gagner. Il y a Estelle Roy qui nous dit, Estelle, je pense, j'imagine, c'est raccourci, mais je pense que c'est Estelle, qui nous dit qu'on est des manipulateurs. Bon, ça c'est bon. C'est pas très sympathique, mais bon, voilà, on va passer à côté. Non, vous voyez, j'ai pas de fil au bout des doigts. Où étiez-vous durant des années de vie politique et vie publique de M. Fillon? Pourquoi maintenant? Moi, j'ai commencé. Et tu as fait un article là-dessus il y a. Non, mais oui, certes, depuis 4 ans. Oui. Mais tu as fait un article aussi dessus il y a peu où le Canard enchaîné sortait quelques affaires sur François Fillon. Oui. Et que ça passe plutôt inaperçu parce qu'avant il y avait. Oui, exactement. En fait, le Canard enchaîné, ça fait des années qu'il est sur tout le monde. Il attaque à droite, à gauche. Il a attaqué François Fillon pendant le quinquennat de Sarkozy, sur ses déplacements en Falcon, etc. Sur son appartement de fonction. Il l'a attaqué régulièrement, mais personne n'y faisait vraiment attention parce que Sarkozy prenait tous les coups, il prenait tellement la lumière que tout le monde s'en prenait à Sarkozy et tout le monde oubliait qu'il y avait un Premier ministre. Donc ça faisait flop, un peu comme les affaires que nous sortons régulièrement sur le Front National. Et pareil, là aussi, il y a un soupçon d'utilisation frauduleuse des attachés parlementaires. On les sort, mais dans l'indifférence générale. Ça ne prend pas sur le Front National. Et pourtant, on fait le travail aussi. Oui, on en parlait il y a très longtemps, des emplois fictifs au Parlement européen. Ouria nous demande, et sa fille, comment a-t-elle fait pour faire 3 boulots aussi jeunes? Enfin, 3 boulots, d'ailleurs, c'est 2. Elle a été donc assistante parlementaire au Sénat. Et elle faisait son stage. Et aussi son stage d'avocate, où elle gagnait un peu moins, mais voilà. Mais normalement, un stage d'avocat, c'est ce qu'on disait ce matin. Ça prend beaucoup de temps. C'est dur de faire 2 emplois de temps plein en même temps. J'ai comme vous, je constate les choses. J'ai pas de réponse. C'est entre les mains des enquêteurs. Et quelle est sa ligne de défense par rapport à ça? On n'a pas parlé de ces enfants, non. C'est une chose qu'on a. Il y avait beaucoup de choses à dire, donc on n'est pas passé par là. Ça passe vite aussi.
En revanche, il tient à dire également qu'il n'a pas particulièrement cherché à flatter Marc Ladré de la Charrière, le patron de Filmalac, propriétaire de la revue des Deux Mondes qui a employé son épouse, qui a donc été décoré de la Grand Croix de la Légion d'honneur. Après, donc Grand Croix, c'est le titre maximum. Le plus prisé. En fait, il dit, attendez, Marc Ladré de la Charrière, c'est quelqu'un qui a été récompensé successivement dans l'ordre de la Légion d'honneur, d'abord sur proposition de Philippe Séguin, puis sur proposition de Laurent Fabius, puis sur proposition de Jacques Chirac, puis sur proposition de Nicolas Sarkozy. Et donc, au bout de la chaîne, c'est le Premier ministre légalement qui doit proposer la Grand Croix. C'est lui qui est Premier ministre. En fait, il veut dire, il l'aurait eu que ce soit moi ou un autre, parce que voilà, c'est un monsieur qui fait beaucoup de mécénat, voilà, il est important. Je crois qu'une fois qu'on rentre dans la chaîne de la Légion d'honneur et qu'on a beaucoup de milliards devant soi, on va assez loin en principe. Ouais. Et autre question, j'en avais une, juste le temps de la retrouver. Oui, voilà, un ticket Bayrou-Juppé. Il nous dit que c'est Le Pen assuré en 2022. Est-ce que Juppé pourrait pas s'allier avec Bayrou finalement? Non, Juppé, ça paraît lui, trop. Je pense qu'il arrête là. Terminé. Il y avait une question intéressante aussi. Je vais juste la retrouver. Oui, voilà. Comment les autres pays gèrent-ils ce genre d'attaque? Est-ce que François Fillon en Allemagne, il aurait abandonné en tout cas plus rapidement? Est-ce qu'il aurait autant insisté? Dans les pays anglo-saxons, la tradition, c'est qu'effectivement, les politiques se retirent plus tôt quand il y a une affaire comme celle-ci. Là, nous sommes un peu dans un moment spécial, c'est-à-dire que cette affaire serait arrivée il y a 2 ans. Ça aurait été méchant, mais pas aussi paroxystique qu'aujourd'hui, où nous sommes à moins de 80 jours, je crois, de la présidentielle. Et donc, lui, il y voit une attaque politique, peut-être du pouvoir. Bon, je ne sais pas si François Hollande a vraiment ça à faire. Il est plutôt en roue libre, mais enfin bon, il y voit la main du pouvoir. Et donc, forcément, il se dit, je ne vais quand même pas céder dans un match politique où on essaie de me chercher des noises. Je ne peux pas céder, il faut que je résiste. Et de toute façon, il n'y a pas de plan B puisque la génération d'en dessous des quinquas, c'est encore pire. Ça serait pire, ça serait la guerre des chefs, c'est la hantise de la droite. Et Alain Juppé, le second de la primaire, n'a pas envie d'y retourner. Donc il n'y a pas de solution, il faut qu'il tienne. Et maintenant, voilà, il est dans la riposte. Et la riposte, elle se fera contre le parquet national financier. Arnaud nous demande pourquoi ce gouvernement, donc l'actuel de Bernard Cazeneuve, ne fait-il rien pour proposer de supprimer ces avantages? Alors je crois que l'Assemblée a proposé quelques textes récemment pour essayer de un peu améliorer ce genre de conditions, etc., pour les rendre plus saines de manière en termes démocratiques tout simplement. Mais c'est juste avant le changement, l'alternance éventuelle. Donc ça a très peu de chances de passer en fait. En vérité, c'est voilà. On est déjà au bout du travail législatif. En fait, il n'y a plus rien, ils ne peuvent plus rien faire en 6 mois. C'est ça, le gouvernement ne lance plus le texte actuellement. Voilà. On est au bout du travail législatif, donc ça sera pour la prochaine législature. Est-ce que ça sera la priorité? Là aussi, nous verrons. Aujourd'hui, tout le monde parle que de ça. On verra dans 6 mois. Arnaud nous demande quelle est la chance que Macron se retrouve face au financement de sa campagne. Alors, tu disais qu'il aura peut-être une affaire bientôt, enfin pas forcément là-dessus, mais souvent il y a ceux qui sont un peu confortés pendant un temps, tout d'un coup il y a une affaire qui tombe dessus. Toujours. Un mois avant la présidentielle et puis. Là, d'ailleurs, juste au moment de l'affaire Fillon, il a été également interrogé sur les frais engagés au ministère. Bon, ça n'a pas pris parce que l'affaire Fillon était plus forte, mais à tout moment, Emmanuel Macron pourra être interrogé. Et d'ailleurs, François Fillon réclame désormais à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron qu'ils fassent également la transparence sur leur patrimoine, sur leurs activités passées. Et de ce point de vue-là, il demande à ce qu'Emmanuel Macron raconte ses activités à la Banque Rothschild. Est-ce qu'Emmanuel Macron rentrera dans ce jeu ou est-ce qu'il a quelque chose à y gagner en disant oui, puisque vous m'attaquez sur ce terrain, je vais vous faire la transparence sans problème. Je n'en sais rien, mais ça sera sans doute l'un des thèmes récurrents de François Fillon et des prises de parole publiques de François Fillon dans les jours qui viennent. Demander aux autres de faire la même transparence. J'ai une question intéressante de Catherine. Ceux qui n'utilisent pas la totalité de leur argent, de l'enveloppe qu'ils ont à la base, que devient-il?
Parce que là, il y a eu un problème avec le Sénat, notamment, où Oui. cet argent qui était restant dans l'enveloppe, Oui. les députés, enfin les sénateurs UMP à l'époque avaient un peu tout mis dans une caisse commune et Ah. se servaient un peu allègrement derrière pour faire campagne sur le terrain, Oui, etc. en fait, là, c'était un système qui. C'est un C'est système le fonctionnement de- pur de l'Assemblée. Après, là, j'avoue Oui, que... donc c'est l'enveloppe des parlementaires, des sénateurs. Mhm, L'enveloppe pour les attachés parlementaires des sénateurs. Donc, mhm. le système qui a été mis en place, en fait, a été inventé par les centristes. Et au moment où les centristes ont fusionné avec les gaullistes pour créer l'UMP, ils ont importé leur pratique, qui consistait donc, lorsque vous êtes sénateur, vous êtes souvent maire ou vous avez un exécutif Mhm. local. Donc, vous avez au fond une mairie ou un conseil général dans lequel vous avez déjà des gens qui travaillent pour vous au sein de votre cabinet. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'un attaché parlementaire en plus. Mhm. Dans ce cas-là, le système qui a été trouvé consistait à rendre l'enveloppe destinée à payer cet attaché parlementaire au groupe, lequel disposait ainsi d'une caisse pour financer les campagnes des sénateurs, les Mhm. campagnes électorales. Alors, qu'est-ce qu'une campagne électorale d'un sénateur? C'est en fait des déjeuners avec Mhm. d'autres élus, Des puisque, élus de c'est- terrain, puisque voilà, ce c'est sont des des grands votes élus comme ça. entre eux. Ouais, voilà. Bon, donc voilà, ça servait à ça. Mhm. Et en l'échange de la restitution de tout ou partie de cette enveloppe, ils percevaient une rétrocommission, si je puis dire, Mhm. pour eux-mêmes, c'est vrai. C'est en cela. Oui, parce que Mediapart a sorti les chèques signés, Voilà. etc. Et c'est en cela que la justice s'intéresse à cette rétrocommission qui lui paraît saugrenue et qu'elle enquête sur une période qui ne concerne pas Mhm. François Fillon. Donc, François Fillon a reconnu qu'en effet, il avait bien été dans ce système, qui n'était pas général d'ailleurs. Certains Mhm. sénateurs ont refusé Oui, de rentrer là-dedans, Comme Jean-Pierre Raffarin, tu Voilà. disais, je crois, dans un article. soupçonnant que c'était pas très légal et qu'ils n'avaient pas envie de rentrer là-dedans. Mais là, Catherine nous demande effectivement, mais pour les députés. On Pour ne sait les- pas. je ne sais pas ce que devient On non. peut dire, hein, si on ne sait pas, on ne sait pas. Le, C'est- le c'est- trop versé, que Ouais. devient le trop versé? Je ne Mhm. sais pas. Bon, en général, Je crois j'imagine qu'ils qu'ils essaient quand la même rendent, d'utiliser leur la argent rendent, pour. la Ouais. rendent. Ça peut-être au budget de l'Assemblée, tout simplement. Oui. Voilà, donc on va peut-être Voilà. s'arrêter On là va parce que c'est s'arrêter. vrai que ça le temps Ah, voilà. file, hein, je sais plus, ça Oui, fait oui, 40 oui. minutes que déjà Ah, qu'on est oui, ensemble. c'est bon. Désolé si on ne peut pas répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci pour tous vos commentaires, vos on va dire vos points de vue, vos petits commentaires. Merci. C'est jamais très long, mais c'est très bien. Et en tout cas, les questions étaient très. On nous Pertinent. remercie, pertinentes, vraiment merci. En tout cas, beaucoup de gens nous remercient aussi pour la qualité de l'émission. Donc, c'est merci. parfait. Merci à vous. Donc, on se retrouve bientôt, hein, je pense, pour un Oh autre oui, Facebook il y aura- Live politique. Il y aura d'autres événements. J'imagine qu'en Oh là 2 mois, là. il peut se passer tellement de choses. Oh là là. Par exemple, quelqu'un nous a demandé juste à la fin, et Wikileaks, est-ce que Wikileaks va jouer un rôle après On dans ça verra. Voilà, voilà, c'est- On verra. voilà, Suite au prochain si épisode. ça arrive, je pense qu'on se retrouvera. Hein, voilà. Absolument. Voilà, donc n'hésitez pas après la vidéo à cocher la petite notification pour avoir des notifications justement lors de nos prochains rendez-vous. Et puis, à bientôt. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Bye. À bientôt.